pour ces vœux que je tiens à vous adresser pour cette nouvelle année 2019, des vœux de bonne santé, des vœux de réussite personnelle, mais également des vœux de lutte pour que tous ensemble, nous améliorions la situation globale de ce pays face aux réformes d'Emmanuel Macron. Parce que force est de constater comment commencer ces vœux sans évoquer le rapport d'Oxfam qui est sorti hier et qui rappelle que 26 personnes sur toute la planète possèdent l'équivalent de 50% de l'humanité. 26 personnes qui possèdent autant que plus de 3,5 milliards d'individus. C'est la mesure des inégalités à l'échelle de la planète, et ces inégalités, nous les retrouvons bien évidemment au niveau de notre pays. Et en France, le nombre de milliardaires, lui, a triplé en moins de 10 ans, passant de 14 à 40. 100 milliards d'évasion fiscale tous les ans. Ce sont autant d'argent qui ne vont pas dans le budget de l'État pour améliorer les services publics, pour contribuer à réduire les inégalités entre ceux qui possèdent tout et tous les autres qui ne possèdent rien. Et depuis 1 an et demi que je suis élu, que les habitants de Pantin et d'Aubervilliers m'ont envoyé à l'Assemblée nationale, j'ai vu passer un certain nombre de réformes portées par le gouvernement, la suppression de l'ISF, de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour ceux qui possédaient plus de 1,2 million d'euros, la flat tax, l'exit tax, en gros, entre 5 à 12 milliards d'euros de cadeaux fiscaux aux plus riches dans notre pays. C'est ça le bilan de 1 an et demi de pouvoir d'Emmanuel Macron et de la République en marche. C'est une politique qui donne aux plus riches et c'est une politique qui, dans le même temps, prend aux plus pauvres, avec l'augmentation de la CSG, notamment pour les retraités, la désindexation des retraites qui frappe encore ceux qui en ont le plus besoin. C'est contre les fonctionnaires, pas de dégel du point d'indice, c'est-à-dire que maintenant, depuis quasiment 10 ans, les salaires n'ont pas augmenté alors que l'inflation, elle, ne cesse de progresser. C'est la baisse des APL, c'est le gel du taux du livret A en dessous du taux de l'inflation. On a cette politique au niveau national, c'est des chiffres, c'est des mesures, mais c'est des mesures qui concrètement se voient sur le terrain. Les 300 personnes qui ont été reçues dans nos permanences depuis le début du mandat en sont la preuve flagrante, parce que il n'y a pas assez de logements, il n'y a pas assez de logements dans notre circonscription, dans notre pays. Il n'y a pas assez de services publics. Ce sont des services publics qui sont à bout de souffle. Que l'on prenne la question des écoles. À Aubervilliers, il y a le collectif Aubert en colère, dont j'ai relayé les revendications. Comment se fait-il que, à population équivalente, certains collèges soient dans des zones de REP et que d'autres collèges soient en REP+, qu'il y ait une différence de moyens alors que les élèves sont exactement les mêmes? Ce sont ces petites injustices qui, à un moment donné, pèsent sur la réussite des enfants. Comment accepter qu'en Seine-Saint-Denis, un élève, comparé à un élève parisien, eh bien, les moyens qui lui soient alloués soient 2,5 fois inférieurs? Parce que c'est ça aussi la réalité, c'est que notre département est un département qui cumule toutes les inégalités et qui cumule le fait qu'il est totalement abandonné par l'État. Il y a eu un rapport parlementaire qui a bien démontré cela, qui a démontré que l'État était incapable de dire combien il y avait d'habitants en Seine-Saint-Denis, à tel point
que ce département est complètement délaissé. Et à partir du moment où on est incapable de dire le nombre d'habitants, et bien évidemment, les dotations de l'État sont totalement insuffisantes. À Aubervilliers, là, en quelques jours, l'INSEE vient d'augmenter de plus de 10 000 habitants la population de la ville. Ça veut donc dire que depuis de très nombreuses années, c'était une ville qui recevait des dotations largement inférieures à ses besoins. Ces absences de services publics, c'est aussi le métro, Aubervilliers, encore la ligne 12 qui n'en finit pas d'arriver, ou plutôt qui n'en finit pas de ne pas arriver, près de 10 ans de retard dans les travaux, mais encore une fois, c'est parce que à Aubervilliers, à Pantin, ben voilà, il y a des pauvres qui y vivent et c'est moins important parce que dans les beaux quartiers, les lignes de métro, elles arrivent en temps et en heure. Je pourrais parler de la culture, je pourrais parler des questions de sécurité, de justice, avec des tribunaux d'instance qui ne peuvent même plus recevoir le public tellement il y a un manque de personnel. Voilà, tous ces problèmes qui sont les conséquences pratiques et qui s'accentuent avec les politiques qui sont menées au niveau national. Comment ne pas évoquer, arriver là, les questions de logement? Comment ne pas évoquer les questions de logement quand l'essentiel des personnes qui viennent dans ma permanence le viennent parce qu'ils n'ont pas de logement, parce qu'ils vivent dans des logements totalement insalubres. Encore, il y a quelques jours, une famille qui vit dans un appartement qui est déclaré insalubre, qui voit son plancher s'effondrer et ne tenir que par des étés, et le propriétaire ne fait rien, et l'État est incapable de lui fournir un logement social digne de ce nom. Donc on voit bien qu'il y a ici des aspects concrets et des aspects qui coûtent la vie des gens. Parce que, Aubervilliers, encore, 2 incendies mortels au mois de juillet et au mois d'août 2018, dans un logement HLM, dans un marchand de sommeil. Voilà, des situations qui auraient dû être évitées si l'État avait joué son rôle, si l'État avait investi pour lutter contre les inégalités et réduire ces inégalités. Et c'est ces cas concrets qui justifient plus que jamais les oppositions que nous portons avec le groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, une opposition ferme, résolue, absolue aux politiques d'Emmanuel Macron, à ces politiques qui défont l'État, qui détruisent notre bien commun, qui détruisent nos services publics, parce que je le rappelle une fois de plus, les services publics, c'est la seule propriété de celui qui n'a rien, c'est la propriété de tous ceux qui ne sont pas ces 26 milliardaires et qui ont besoin d'une école pour éduquer leurs enfants, qui ont besoin d'hôpitaux qui fonctionnent pour se soigner, qui ont besoin de logements pour vivre. Et donc, cette opposition, nous l'avons menée fermement avec mes 16 collègues du groupe, mais cette opposition, nous l'avons toujours voulu également accompagner de propositions. De propositions parce que nous avons été élus sur un programme, l'avenir en commun, qui portait un projet de société alternatif, qui portait une autre vision de la société. Et c'est des mesures que nous avons portées à l'Assemblée nationale. Évidemment, elles ont toujours été balayées d'un revers de la main par la majorité qui pense que, comme Madame Thatcher, qu'il n'y a qu'une seule politique possible, c'est le libéralisme, c'est la guerre de toutes et de tous, les uns contre les autres. Mais nous avons porté l'idée d'une taxe sur les transactions financières. Nous avons porté l'idée d'augmenter l'ISF, de le rendre plus progressif. Nous avons proposé d'augmenter la TVA sur les biens de grand luxe. Nous avons porté l'idée de fixer un salaire maximum pour éviter que dans une entreprise, un patron puisse gagner plus de 20 fois, et c'est déjà beaucoup 20 fois, le salaire minimum de cette entreprise, parce que on considère qu'un patron, même si
le meilleur qu'il soit, si jamais il considère que même 20 fois c'est pas suffisant et qu'il s'en va, il y aura toujours quelqu'un de compétent qui acceptera ça. Et d'ailleurs, le cas de Renault le démontre bien. Hein. Carlos Ghosn est en prison depuis 1 mois, les usines fonctionnent, les voitures sont produites et l'entreprise ne s'est absolument pas effondrée. Donc est-ce qu'on avait vraiment besoin de payer aussi cher quelqu'un qui en fait n'est pas indispensable à la production? Donc voilà, on a porté ces mesures, on en a porté bien d'autres, j'y reviendrai, je ne veux pas non plus être trop long, mais comment ne pas se dire qu'aujourd'hui, il y a une rupture entre ce président des riches et l'ensemble de la population. Le mouvement des Gilets jaunes en est une preuve flagrante quand aujourd'hui des milliers de personnes manifestent, occupent les ronds-points, parlent de reprendre le pouvoir, parlent d'une autre manière de faire de la politique. C'est juste qu'il y a une véritable rupture. Cette rupture, elle est également consommée dans les enquêtes d'opinion. On a un président qui est au même niveau de popularité que François Hollande au bout de 4 ans de mandat. Cette rupture, elle montre, on va dire, la déliquescence de cette constitution, de cette 5e République, qui veut que les citoyens votent une fois tous les 5 ans, élisent un président, et cela veut dire amen à tout son programme. Voilà. Et que après, la seule chose qu'on leur demande, c'est de se taire et de payer des taxes, des impôts de plus en plus injustes parce que les cadeaux fiscaux, on les fait aux riches. Et cette rupture, ce n'est pas le grand débat d'Emmanuel Macron qui arrivera à la combler. Parce que ce grand débat, c'est une fois de plus, une des spécialités d'Emmanuel Macron, c'est une privatisation de l'État. C'est une privatisation de l'État à son service. Parce qu'il va faire des grands meetings électoraux aux frais de la princesse, aux frais de l'État, aux frais des citoyens qui payent leurs impôts, et il va faire campagne, développer ses idées en dépit en dehors, on va dire, de toute règle. La vraie solution, c'est ce que demandent les citoyens, c'est ce que ont demandé les Gilets jaunes, c'est reprendre le pouvoir. Comment reprendre le pouvoir? Comment redéfinir les règles dans lesquelles les Français pourraient résoudre ce problème? Comment abandonner cette idée que nous vivons dans un monde totalement inégal, qu'il y a les puissants, qu'il y a les pauvres et que ce sont les puissants qui ont le pouvoir? Une solution simple, c'est de rebattre les règles du jeu, c'est de refaire une constitution, c'est de redéfinir tous ensemble les règles du jeu démocratique, se mettre d'accord ensemble sur comment on veut être gouverné, comment on veut décider, et à part l'Assemblée constituante qui permettrait de discuter, d'élaborer en commun une constitution pour résoudre les problèmes. Il n'y a pas d'autre solution. C'est cette constituante que nous portions au niveau de la France Insoumise pendant l'élection présidentielle. C'est cette constituante qui aujourd'hui permettrait d'en finir avec cette défiance entre une élite, une oligarchie et le reste du peuple. C'est ce débat qui permettrait de rétablir l'harmonie nécessaire à toute société humaine, une harmonie qui permette à toutes et tous de vivre bien, parce que c'est ça que tout le monde demande. Les Gilets jaunes, mais tout le monde plus largement, demande simplement à pouvoir éduquer leurs enfants, pouvoir se soigner, pouvoir vivre décemment et ne pas être acculé à la fin du mois et pouvoir jouir tranquillement de la vie. Et donc, c'est ce débat, cette constituante, ces éléments qui permettront de revenir à cette harmonie. Cette harmonie, elle nous renvoie à plusieurs des thématiques sur lesquelles j'ai particulièrement travaillé cette année à l'Assemblée nationale, que ce soit sur l'égalité, cette absolue d'égalité, cet universalisme républicain qui fait que toutes et tous doivent avoir les mêmes droits. C'est les questions, par exemple, de discrimination envers les personnes LGBT, parce que c'est les actes homophobes, lesbophobes, biphobes, transphobes, etc., n'ont cessé d'augmenter
depuis l'apparition de la manif pour tous, au moment du débat sur le mariage pour tous, ce sont des violences qui ont augmenté de près de 15% rien que sur les 6 premiers mois 2018. Ce sont des agressions physiques, ce sont des violences qui sont totalement inacceptables et qui doivent cesser parce que le principe d'égalité veut que tout le monde, toutes et tous, aient les mêmes droits dans notre pays. Donc évidemment, cela concerne la question du don du sang, ça se concerne également, et le débat va venir. Le gouvernement l'avait promis, le gouvernement l'a repoussé, le gouvernement nous dit que cela sera en juin, la question de la PMA pour toutes et tous, l'ouverture de la PMA aux couples de femmes, parce qu'il ne s'agit pas d'une question éthique, il s'agit tout simplement d'une question d'égalité. À partir du moment où on décide qu'un couple hétérosexuel peut bénéficier d'une PMA, pourquoi un couple homosexuel ne le pourrait pas? Et quand on voit que plusieurs milliers de personnes se rassemblent pour manifester contre un droit qu'on croyait acquis pour toutes les femmes, le droit à l'interruption volontaire de grossesse, eh bien on se dit qu'il y a encore du travail, que l'égalité ce n'est pas un acquis, que l'égalité c'est un combat que l'on doit mener constamment, au quotidien, parce que ce qui apparaît comme une évidence l'est de moins en moins. On parle ici de l'IVG, mais on peut aussi parler des congés payés, hein, qui étaient une évidence et qui aujourd'hui ne le sont plus tant que ça au nom de la compétitivité. Et cette compétitivité, cette concurrence, on le trouve dans tous les domaines, et ça nous amène à la question de l'écologie. Parce que cette harmonie dans la société, elle se trouve entre les êtres humains, mais elle se trouve aussi avec les animaux, elle se trouve aussi avec la nature, tout simplement parce que le réchauffement climatique nous le dit. Aujourd'hui, la survie de l'espèce humaine est en jeu, et il y a des éléments dans ce réchauffement climatique contre lesquels il faut agir. Parce que si nous n'agissons pas maintenant, il sera trop tard. Il faut aujourd'hui s'assurer qu'on vive en harmonie avec la nature, avec les animaux. C'est-à-dire qu'il faut qu'on cesse l'utilisation de pesticides, il faut qu'on cesse l'utilisation du glyphosate, il faut interdire le glyphosate. Parce que, vous voyez, l'interdiction du glyphosate, le président nous a dit, dans 3 ans, il n'y aura plus de glyphosate en France. Ça va faire maintenant, au vu du temps qui passe, ça sera bientôt dans 2 ans. À l'Assemblée nationale, il y a eu un texte de loi sur l'alimentation. C'était l'occasion d'écrire dans la loi et de se dire que le tweet du président ne suffit pas et que nous, députés, nous voulions l'aider à aller dans ce sens. Nous voulions l'aider à tenir sa promesse, inscrire dans la loi l'interdiction du glyphosate. Ils ont fait voter cet amendement à 4 h du matin, un jour où la séance devait se terminer à 1 h du matin pour s'assurer qu'il y ait très peu de députés présents. Ils se sont assurés de ça 2 fois de suite, 2 votes au milieu de la nuit. La fois d'après, c'était à 5 h du matin. Cette fois-ci, nous ne nous y sommes pas fait avoir, et la majorité a refusé d'inscrire dans la loi l'arrêt du glyphosate, y compris dans 3 ans. Donc, que vaut la promesse d'un président quand sa majorité fait le contraire dans la loi? Mais aujourd'hui, toutes et tous, nous avons du glyphosate dans le corps parce que nous mangeons des produits qui ont été glyphosatés, que ce soit des légumes ou pire encore, semble-t-il, de la viande qui est nourrie, elle aussi, au fourrage glyphosaté. Donc on a cette question des pesticides, on a également la question des droits des animaux, parce que aujourd'hui, comment accepter ces élevages en cage de poules qui n'ont plus de bec, de poules qui n'ont pas assez d'espace pour que leurs ailes puissent se développer. Comment accepter ces vaches à qui l'on arrache leurs veaux et qui en meuglent tellement qu'elles en cassent leur corde vocale? Comment accepter un tel barbarisme, et comment en plus accepter cela alors même
que le GIEC nous écrit qu'en 2050, 80% des émissions de gaz à effet de serre seront dues à l'élevage. Comment accepter cet élevage intensif qui fait souffrir des êtres sensibles et qui, à terme, détruit notre climat et les conditions dans lesquelles la vie humaine peut se développer. Il faut repenser tout cela, il faut repenser notre alimentation. Et le gouvernement refuse de le faire parce qu'à chaque fois que nous avons déposé des amendements, la réponse était la même, il faut faire confiance à la filière. Sauf que la filière, elle a un objectif, c'est toujours plus d'argent, toujours plus de bénéfices, et les conséquences pour la planète, pour l'environnement, pour la santé humaine, eh bien, on s'en fiche un petit peu, parce que le capitalisme est comme ça, il voit à court terme et le long terme l'intérêt général. Il ne faut pas lui en vouloir, mais c'est pour ça qu'il a été inventé, et c'est bien pour ça qu'il y a la politique, pour mettre des barrières, pour mettre des limites, et pour que la délibération collective nous amène à l'intérêt général. Et donc cette harmonie, je l'ai dit, l'humanisme, l'égalité entre toutes et tous, l'harmonie entre la nature, le vivant, le végétal, l'être humain, mais également l'harmonie au niveau international, la question de la paix. Parce que la question de la guerre, la question de la paix, a rarement été aussi prégnante. Parce que nous avons des dirigeants américains irresponsables, pas seulement le dernier, parce que la France est arrimée à l'OTAN, parce que la France est arrimée à cette alliance qui n'a que comme objectif de défendre les intérêts des États-Unis, qui ne sont pas forcément les intérêts de la France, parce que l'ONU aujourd'hui n'a plus la légitimité qu'elle avait auparavant et qu'il faut lui rendre, et il faut que la France récupère son indépendance, qu'elle réaffirme un véritable indépendantisme pour rendre à l'ONU ses lettres de noblesse, pour réaffirmer l'importance de la paix, et il faut que la France arrête ses exportations d'armes à des régimes qui mènent des guerres injustes, des guerres condamnées par l'ONU, qui mènent des crimes contre l'humanité. Évidemment, je pense au Yémen et aux milliards d'euros d'armes que la France vend à l'Arabie Saoudite, qui mène cette guerre qui a été condamnée. Voilà, j'ai évoqué beaucoup de choses. J'aurais pu évoquer le droit à mourir dans la dignité, qui est une proposition que nous avons portée, une proposition que nous porterons encore dans le prochain débat sur la loi bioéthique. J'aurais pu évoquer de multiples autres combats que nous avons menés, si cela vous intéresse, parce que je sais que vous n'êtes pas venu uniquement pour cela. Et je ne vous assommerai pas d'un discours beaucoup plus long. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur mon site internet et de retrouver tous les combats que nous avons pu mener à l'Assemblée nationale, parce que aujourd'hui, il faut dire stop à Emmanuel Macron, il faut arrêter ces politiques qui détruisent notre pays, il faut reconstruire la solidarité, il faut reconstruire la fraternité, l'égalité, y compris la liberté, parce que je n'ai pas évoqué les violences policières, je n'ai pas évoqué la réforme de la justice qui vient d'être adoptée aujourd'hui, une réforme qui détruit la justice, qui l'éloigne des concitoyens, qui favorise encore un peu plus l'arbitraire. Alors en 2019, il y a un moment où on pourra dire stop à Emmanuel Macron, il y a des élections. Ce seront les premières élections nationales depuis son arrivée au pouvoir, et il faut s'en saisir. Il faut s'en saisir comme d'un référendum contre sa politique. Il faut s'en saisir pour lui dire que nous n'en voulons plus, qu'il n'est plus légitime. Mais vous allez me dire que utiliser une élection européenne, qu'il s'agit d'une élection européenne pour régler un problème national, bon, c'est un peu faire fi des questions européennes. Je vous répondrai que non, parce que les politiques que je vous ai décrites, les politiques que mène Emmanuel Macron, il s'agit d'un décalque plus ou moins fidèle, plutôt très fidèle quand il s'agit de mettre en place le libéralisme,
un petit peu moins fidèles quand il s'agit de protéger l'environnement ou autre, des directives européennes. Ce sont les directives de la Commission européenne, ce sont les politiques libérales de l'Union européenne qui sont appliquées dans notre pays. Et donc dire, lors des élections européennes le 26 mai, non aux politiques d'Emmanuel Macron en France, c'est également dire non aux politiques néolibérales dans l'Union européenne. Et nous avons la chance, à Pantin-Aubervilliers, d'avoir une candidate sur la liste de la France Insoumise, qui est Laetitia Bison, et tous ensemble, nous devons agir pour faire de ces élections un véritable référendum contre Emmanuel Macron et lui dire que nous n'en pouvons plus dans le 93, en Seine-Saint-Denis, nous n'en pouvons plus à Pantin, nous n'en pouvons plus à Aubervilliers, de subir ces politiques qui détruisent les services publics, qui détruisent notre pays, qui détruisent la fraternité, la liberté, l'égalité, et qui doivent aujourd'hui laisser la place à l'harmonie, qui doivent laisser la place au progrès social, qui doivent laisser la place à la paix, à l'égalité. Voilà. Et je vous remercie une nouvelle fois d'être venus. Je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année qui s'ouvre. Et je crois qu'il est l'heure d'aller prendre un verre et d'ouvrir le buffet pour tout le monde. Voilà, je vous remercie encore.